l'interlocuteur qui interprète un personnage qui écoute m'intéresse tout autant, sinon plus, que celui qui parle. Et donc cette scène-là, évidemment, pendant l'audience, il y a des regards, c'est très important, mais ça, on est régi par une procédure bien spécifique. Et puis, Reda l'a très justement dit, mais dans les couples sont mis à l'épreuve par les drames qu'ils peuvent vivre, et souvent après, par exemple, la mort d'un enfant, les couples explosent ou implosent. Et voilà, là, c'est une véritable épreuve à laquelle ce couple ne résiste pas. Et pour finir, c'est surtout la preuve que, une fois de plus, dans cette histoire, que la présomption d'innocence, pourtant inscrite, vous savez, dans le droit français, n'est qu'un leurre, et que la présomption de culpabilité fonctionne dès lors que quiconque, qu'il soit connu, pas connu, chauffeur de taxi, homme politique, est mis en examen, quelle que soit sa finalité pendant toute la période dite judiciaire. Et ça, c'est terrible, et ça marche aussi pour le couple. Et ça, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai lu, et je l'ai entendu de témoignages de gens qui ont été victimes d'erreurs judiciaires, ou condamnés, ou mis à l'examen, voilà. Ça, c'est une réalité absolue. Voilà. Donc c'était pour dire bravo à Gilles pour avoir réussi à faire passer le message au niveau de Léa, qui donc au départ rencontre Reda, après elle est très triste, très, très déstabilisée pendant le tribunal, et après elle finit par le revoir à la fin du film. Reda aussi, donc c'était très bien filmé au niveau du personnage qui commence à s'ancrer. Au début, bon, il est à peu près normal, et après il commence à sombrer. Et à la fin, on ne peut pas se permettre de dire qu'il est revenu à la surface, parce que de toute façon, il est en train de sortir du merdier dans lequel il était. Et donc ça, c'était pour dire bravo. Et surtout, je voulais savoir pourquoi le personnage d'Elisabeth ne s'est pas occupé des affaires de Reda, et pourquoi elle ne s'est pas occupée du chat. Parce que il était au début qu'ils ne vivent pas ensemble. Et à partir du moment où vous êtes dans la situation dans laquelle Samson Casalet se trouve, vous savez, à un moment, on dit qu'on va perquisitionner chez lui. Votre maison est mise sous séquestre, sous scellé, toutes les affaires. Et elle n'y a plus accès. Et n'étant pas sa femme, alors, si elle était sa femme, peut-être qu'elle pourrait aller récupérer les affaires. Ça fonctionne comme ça. Au regard de la loi, elle n'est rien. Sa compagne, c'est rien, vous savez. Et donc, elle n'a pas du tout le droit d'aller là, dans un endroit qui est mis sous séquestre, où chaque petit détail est scruté, regardé par la police scientifique, par les enquêteurs, et jusqu'à ce qu'il ne paye plus son loyer, que la spirale commence, parce qu'il s'y prend assez mal aussi pour se défendre. Pour sa défense, que Samson, qui n'a pas la culture de la justice, qui n'a pas les bons réflexes, et la spirale commence comme ça. C'est purement pour cette raison-là. Peut-être qu'elle était un peu jalouse du chat aussi. Quoi? Moi, j'ai une question sur le traitement de l'enquête par les policiers. Est-ce que vous êtes inspiré de ce fait réel, ou vous avez un peu grossi le trait des policiers qui ne veulent pas voir plus loin que leur nez? Excusez-moi, la fin de la phrase, qui veut savoir où est-ce que j'ai grossi le trait? De policiers qui ne cherchent pas à voir plus loin que l'évidence, en fait. Alors, voilà, toujours l'histoire de la... Je ne pense pas du tout avoir grossi le trait en travaillant avec des magistrats, des avocats, et j'ai beaucoup travaillé avec les policiers. Vous savez, j'ai réalisé la saison 2 de la série Engrenage, que vous connaissez sûrement, et déjà j'avais le souci de ne pas raconter, de ne pas trop commettre d'erreurs sur les procédures policières et judiciaires. Je les ai donc suivis longuement et longtemps en Engrenage, et j'ai commencé à me documenter beaucoup, fait sauter un certain nombre de verrous et d'idées préconçues que j'avais comme citoyen sur la police et la justice. Et voilà, il est question là pour des flics de l'arrière-pays niçois, qui, comme vous l'avez vu dans l'histoire, ne sont pas habitués à traiter des affaires criminelles, de savoir résister à la pression. Et toujours là, c'est la même réponse, plus ou moins, que celle que j'ai fait tout à l'heure. L'expérience, résister à la pression. Et pour des flics qui n'ont rien à leur tableau d'honneur en matière d'affaires criminelles, pouvoir être les premiers à partir de faits troublants, parce que l'ADN sur la fenêtre, quand on va juste chercher la monnaie chez une cliente, ou le mensonge par rapport au taxi et le nettoyage à la vapeur, c'est pas rien. Tout ça, après, est affaire de point de vue contre point de vue. Et donc, ils se jettent dessus, et moi, je les comprends. Je les comprends presque, parce qu'ils se jettent sur ces données-là, et après, à partir de faits tangibles,
Et le cinéma est affaire de point de vue d'un personnage, point de vue d'un auteur, tout ce que vous voulez. Et là, c'est affaire de la justice, c'est la recherche d'une vérité judiciaire entre le point de vue de la police, du juge d'instruction, ensuite du procureur, de la cour d'assises, du jury, et le point de vue du prévenu, le point de vue de la partie civile. Et c'est, voilà, on peut dire tout et son contraire à partir des mêmes faits. Et voilà, je ne pense pas avoir grossi le trait. Il y a tant d'affaires où on voit, là ça va très loin, hein, parce qu'on n'a pas retrouvé le corps, c'est très compliqué. Mais il y a tant d'affaires qui partent comme ça, et à partir de certitude, c'est la police qui donne le là à la justice. Il donne un rapport de police, d'enquête au juge d'instruction qui continue à enquêter, et le là est donné très très vite, le ton est donné. Et c'est ce que j'avais envie de raconter dans cette histoire. Et j'avais une question pour Reda, toujours concernant les chats. Est-ce que c'est pas stressant d'être enfermé dans une cage avec plein de chats? Dans une cage avec plein de chats? Ah oui, au refuge? Non, là, non. C'était une gentille cascade. Non, ça allait. Ah, non, j'ai adoré jouer avec ce chat. C'était vraiment un chat incroyable, très très bon à la première prise. Il fallait tout de suite en place. Et il s'appelait Pilou. Et non, j'ai adoré les scènes qu'on avait ensemble, travailler aussi avec la dresseuse, je voyais sa technique, mais en même temps, enfin, je plaisante à moitié parce que le jouer avec un animal, c'est vraiment du coup l'imprévu, quoi. Vous ne savez pas exactement à quel endroit il va se mettre, même si il y a un dressage, les chats c'est très très difficile à dresser, donc il y a toujours un peu d'imprévu. Il y a une scène d'ailleurs quand je nettoie le taxi à la vapeur, le chat il voulait pas du tout rester dans le champ, et puis il y a un moment où il y a un assistant, je faisais semblant de l'appeler et tout ça, et puis il y a un assistant qui m'a envoyé le chat comme ça, et puis il est revenu, enfin il y avait un truc, on n'est pas sur des rails quoi avec les animaux. Et puis ce chat-là, vraiment, était vraiment incroyable. Les autres, je ne les ai pas vraiment rencontrés, c'était une scène très très rapide au refuge. Mais l'actrice qui jouait la dame la jeune femme du refuge, j'ai trouvé vraiment super, quoi. Barbara Bolotner. Et j'aimerais beaucoup rejouer avec elle ou la voir dans d'autres choses, parce que pour le coup, voilà, elle aussi, elle avait qu'une scène et elle envoyait un truc vraiment rare. Bonsoir. Je suis ici. Je voulais juste vous poser une question, histoire de poursuivre un peu plus la fiction. J'aimerais savoir si vous pensez qu'un avenir est réellement possible entre les deux personnages principaux, après tout ce qu'ils ont traversé. Ah oui, pardon. Qu'un avenir. J'ai cru que vous alliez dire quel avenir, j'attendais. Ah non, pardon. Oui. Et c'est ça qui est bien, enfin pour moi, à la fin d'un film, c'est que chacun peut se raconter son histoire. Mais pour moi, oui. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu penses? Oui, non, je crois que c'est possible. Je crois que c'est deux personnes, en fait. Alors, Samson, ça a été la victime. Ça a été, oui. Ça a été le meurtrier, considéré comme le criminel pendant toute cette histoire. Ma petite fille, la victime, et moi aussi, la mère. Donc. Et finalement, à la fin du film, ils sont tous victimes, c'est comme des rescapés qui se retrouvent, une histoire terrible. Et je pense qu'il y a le point de départ pour une histoire, enfin, je ne sais pas laquelle, parce que comment on fait confiance après à la vie, est-ce qu'on retrouve de l'optimisme après des histoires comme ça? Peut-être, mais en tout cas, rien n'est absolument assuré, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Du bien. C'est l'histoire d'une résilience absolue. Et si vous voulez, cet homme, Samson, qui sait si bien écouter, qui fasse pendant tout le film et toute cette histoire à des gens qui ne l'écoutent pas, c'est tellement violent qu'il est mu par un instinct, qu'il a très fort, à la fin, d'aller vers ces femmes, au péril de son contrôle judiciaire sur lequel il est encore, car il faut encore passer, rejuger, ça c'est la technique de la justice, en revolant son taxi, puisqu'il a perdu son travail, et en montant vers cette femme, en recherchant sans le savoir la validation absolue de son innocence, qui est le regard de cette petite fille, mais non, je ne connais pas. Et voilà, ce sont des personnes qui ont souffert autour de la même histoire pour des raisons complètement différentes.
et alors qu'il ne peut plus, pour répondre à la question de madame tout à l'heure, il ne peut plus communiquer avec sa propre compagne, ils sont passés à côté l'un de l'autre, voilà, quelque chose est possible, ils partent vers l'inconnu. Et c'est ça qui est bien, partir vers l'inconnu, c'est en général assez formidable, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et c'est ce que j'aimais raconter. Et on peut considérer, parce que cette fin a soulevé quelques critiques et beaucoup d'adhésions aussi, un mélange. Et on m'a même demandé mais est-ce que c'est les Américains qui vous ont demandé de faire un PM? Et parce que c'est tiré d'un roman américain, j'ai dit non, pas du tout. C'était une envie très forte, une envie très très forte d'ouvrir. Après, qu'est-ce que va-t-il se passer? Il faut faire un autre film, je ne sais pas quel intérêt il pourrait avoir, mais on pourrait tout à fait trouver avec des personnages pareils une très bonne suite. Mais oui, c'est vraiment important cette fin-là. Comment? Arrêtez-moi là, j'ai dit. Arrêtez-moi là, j'ai dit. Pour le 2, pour le 3. Le titre, pourquoi justement? Le titre, c'est le titre du roman. Arrêtez-moi là. Et qui donc, qui au départ est Cab Driver, je crois, et qui donc a été très bien traduit, je trouve, si vous découvrez ou si vous connaissez le roman, par la traductrice française. Et donc on a beaucoup réfléchi avec les productrices à comment, et donc on a fait des concours de titres pour trouver un titre qui puisse rivaliser avec celui-là. Et il y a eu des titres qui ont eu des titres qui étaient déjà pris, d'autres qui ont eu l'horreur de gloire. Mais celui-là, finalement, a tenu la corde pendant tout le développement, le tournage, le montage du film, qui a pris quand même quelques années. Et finalement, moi, j'aime beaucoup ce titre. Et puis, je suis content. Et voilà, aimant beaucoup le travail de Ian Levison, le travail d'édition de Liana Levy, le fait d'avoir gardé le titre, de donner peut-être aux spectateurs du film envie de découvrir les romans de Ian Levison à travers le même titre, ça a du sens. Tout ça a du sens. Nous allons bientôt devoir terminer. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, 2, 3. J'aimerais savoir, Léane Drucker et Rena Kadeb, je ne vais pas décortiquer le nom, j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui vous a convaincu pour choisir ce rôle et quelles émotions ça a suscité en vous, interpréter un tel rôle. Moi, c'est très simple en fait. C'est une lecture du scénario que j'ai lu d'une traite, et puis je me suis vu dans toutes les scènes. J'ai senti que je pouvais le jouer. J'ai senti que au-delà de l'erreur judiciaire et de cette histoire-là, Giovanni a amené à ce film et à ce personnage une poésie qui me touchait. Et puis aussi la dernière partie, justement, l'après-erreur judiciaire. Comment est-ce que, finalement, au-delà de ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut se reconstruire quand on est passé par de telles épreuves dans la vie? Et puis aussi l'envie de retravailler avec Gilles, que j'avais connu sur Engrenage. Moi, c'est l'envie de participer à... Quand je lis une bonne histoire, j'ai envie d'y participer. C'est assez simple, en fait. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec Gilles Bagné. Mais c'est l'envie de faire partie de ce tableau, de cette histoire et de devenir un de ces personnages. C'est difficile à expliquer, c'est plutôt sensitif. Voilà. Merci. Et félicitations à vous. Merci. Vous avez une question? Ah, pardon, monsieur. Rapide, c'est une question puisqu'on est chez Lelouch et que Lelouch essaye de faire un cinéma fiction-réalité, c'est-à-dire que la caméra est oubliée. Est-ce que ça a été justement pour vous la première idée de mise en scène, puisqu'on a l'impression que la réalité et la fiction se mélangent et tout à coup on est dans quelque chose qui n'est plus ni de la réalité ni de la fiction? Proche documentaire, on pourrait dire. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est mon cinéma, ma principale source d'inspiration, c'est le documentaire. Et après, on peut raconter l'histoire. Mais vraiment, c'est de là que tout part. Et je suis très sensible dans les films quand je trouve qu'il y a trop de conventions, qu'on est dans les conventions hollywoodiennes, ou même en France, dans certains films. Et je suis très très sensible à une recréation de vérité.
voilà, une récréation de réalité, ça c'est très important. Et donc je travaille, la plus grande partie de mon travail repose sur la confiance et la liberté de nos acteurs, mais on en a bien parlé déjà. Donc oui, bien sûr, c'est... Et si vous voulez, les films de Raymond Depardon, que ce soit Les Flagrants, 10e Chambre ou les autres, m'ont beaucoup plus inspiré que beaucoup de films sur la justice. Bon, les films de Sidney Lumet aussi, mais voilà, c'est vraiment mon cinéma. Merci. Et Une toute dernière. Moi, je voulais juste savoir, comme ce film-là, il est né par votre amour pour un auteur et par l'intrigue du livre, est-ce que ça vous a, suite au tournage, ça vous a donné envie de tourner d'autres longs métrages? Ah oui. Parce que vous savez, moi j'ai réalisé des séries, d'abord des documentaires et des séries pendant une dizaine d'années, j'ai pas fini d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ça. Et ma culture de base, c'est le cinéma, je suis très cinéphile depuis l'enfance, l'adolescence, et donc j'ai bien sûr d'autres projets très envie. J'ai découvert ce qu'était de passer de la télévision, qui est une forme narrative, c'est le même métier, hein, rassurez-vous, la fiction, les acteurs, le metteur en scène, un scénario, mais on ne travaille pas de la même façon. Et donc voilà, c'était une découverte que j'ai envie de poursuivre. Mais en passant, j'adore la télévision, en passant de l'un à l'autre, on ne raconte pas les histoires de la même façon. Dans un feuilleton télévisé, on a 5-6 heures, et un long métrage, on a 1h30, 2 heures. Donc, passer de l'un à l'autre, maintenant que la télévision commence enfin à acquérir sur le tard ses lettres de noblesse en France, à travers certains projets, passer de l'un à l'autre me paraît la solution idéale. Merci. Merci. Merci.